c'est un exposé récréatif. Donc, c'est une petite récréation qu'on va faire. Voilà. Et puis, comme on n'est pas trop en retard, enfin, on a 10 minutes de retard, je vais essayer de pas trop déborder. Alors, le thème, c'est Battleship Complexity. Je vais appeler ça, si je dis en français, complexité bataille navale, c'est pas super. Donc, je vais garder Battleship, complexité Battleship. Donc, on va faire un talk avec une présentation du problème, un peu d'algorithmique et les résultats, et quelques éléments de preuve. Alors, Battleship Complexity, Battleship, c'est un jeu, vous connaissez sans doute, la bataille navale. Donc, il y a des, je ne sais pas si vous avez joué avec ces jeux qu'on voit là à gauche, où on mettait des petits pions sur des grilles. Ça se joue aussi sur du papier. Donc, moi, j'ai fait ça avec mes enfants. Je fais ça quand j'étais petit aussi. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de... Enfin, vous avez déjà joué à ce jeu-là. Le principe, il est assez simple. Vous avez des bateaux, vous les placez dans une grille, puis votre adversaire, il fait la même chose. Et en fait, c'est un jeu où on doit essayer de trouver, de deviner la position des bateaux des autres. Pour ça, on va faire des tirs. Donc, on va dire, voilà, je tire à telle coordonnée. L'adversaire va me dire, bah, c'est dans l'eau ou alors c'est touché. Et chemin faisant, on essaie le but du jeu, c'est de couler tous les bateaux de l'adversaire. Bon, c'est une petite présentation rapide du jeu au cas où vous n'aurez jamais joué. Et donc, vous gagnez quand vous avez coulé tous les bateaux vous êtes le premier à couler tous les bateaux de l'autre. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas exactement le jeu lui-même qui va nous intéresser. On va changer un petit peu les règles du jeu pour se focaliser sur un problème algorithmique qui nous a interpellés. Alors, la première chose, c'est qu'on va enlever les bords de la grille parce qu'ils peuvent interférer, ils peuvent donner des informations, les bords de la grille, et donc nous, on va travailler sans bord. Donc, on n'a pas d'information qui vient du bord de la grille. Et on a un seul bateau. Alors, le problème, il peut paraître beaucoup plus simple ou beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, on a un seul bateau et il n'y a pas d'histoire de bord de la grille. La deuxième chose, donc c'est là qu'on va parler de géométrie, c'est qu'on ne va pas travailler avec un bateau qui sera seulement un segment de 2 cases, 3 cases, 4 cases ou 5 cases. On va travailler avec une forme qui est donnée au départ. Hein. On donne la forme du bateau. Vous voyez, par exemple, j'ai pris cette forme là, qui est la forme bleue. Donc, on n'a pas de restriction. Cette forme, elle est donnée au départ. On la connaît. Et on va essayer de jouer avec cette forme-là. Et cette forme-là, dans le jeu classique, on a le droit de tourner les bateaux. Là, on n'a pas le droit de les tourner. Donc, on a le droit de faire des translations, mais on n'a pas le droit de... Donc, on la déplace horizontalement, verticalement, mais on n'a pas le droit de la tourner. Donc, on a une forme qui est donnée. Et alors, on va se mettre dans la situation où on a touché une première fois le bateau. Donc, c'est ça le jeu. Vous voyez, la forme, elle est donnée à droite, c'est la forme S. On a touché une première fois en tirant la coordonnée 0, 0. Donc, vous voyez, la case verte qui est ici, c'est 0, 0. On a touché une première fois, et là, c'est maintenant que commence le travail géométrique, algorithmique. C'est comment on va faire pour essayer de couler le bateau bleu en tirant le moins de coups possible. Alors, vous voyez que là, on a touché une fois, mais en fait, on ne connaît pas la position du bateau. On a plein de positions qui sont possibles. Hein. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on doit essayer de deviner la position du bateau en tirant le moins de coups. Voilà. Enfin, pas en tirant le moins de coups, en faisant en gaspillant le moins de coups, plutôt. C'est le mot gaspiller. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas tirer en dehors de S-S. Si vous avez mis un premier coup dans S, donc votre premier coup, vous avez touché. Si votre deuxième coup, vous faites un point qui n'est pas dans S-S, c'est-à-dire pas une différence entre deux points de S, là, de toute façon, c'est sûr que ce sera dans l'eau. Donc, de toute façon, il faudra forcément tirer dans S-S, et le but, donc, c'est de couler le bateau adverse avec le moins de coups possible. Si vous voulez couler le bateau adverse avec le moins de coups possible, ça veut dire que le but, c'est de faire le moins de coups dans l'eau possible. Donc, voilà l'objectif. Vous voulez couler le bateau avec le moins de coups dans l'eau possible, ce qui veut dire, d'une autre façon, vous voulez essayer de localiser le bateau, la position, en faisant le moins de coups dans l'eau possible. Bon, ça peut paraître... Yann, excuse-moi, là, juste pour que je sois sûr d'avoir bien saisi, là, tu connais l'aire de S, tu connais sa connectivité? Non, je connais la forme.
Ah, tu connais la forme. La forme est donnée, oui. Okay. Merci. Alors, donc je connais la forme, et donc le but, c'est de trouver où elle se trouve avec le moins de coups dans l'eau possible. Alors, on va faire quelques exemples. Alors, donc, on va faire des algorithmes de tir qu'on va modéliser de deux façons différentes, soit avec des règles de tir, ça ce sont des algorithmes simples, soit avec des arbres de décision. Bon, on va commencer avec le cas le plus simple. Vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a une forme qui est donnée. Et cette forme-là, voilà, c'est cette forme-là, on a touché une première fois dans la case verte et on ne sait pas où il est le bateau. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va Vous faire un pouvez couper les algorithme. micros, s'il vous plaît, parce qu'on a un petit écho. On va faire donc un algorithme de tir. La question, c'est où est-ce qu'on va tirer en premier? Est-ce qu'on va tirer un 0, 2, 0, 3, 0, et ainsi de suite. Alors, quelle est la meilleure stratégie? Je pense que si vous avez joué à la bataille navale, vous savez ce qu'il faut faire là. C'est-à-dire que vous allez tirer une case juste à côté. Vous n'avez pas tiré une case éloignée. Donc, on pourrait dire, je vais tirer à gauche du tir précédent jusqu'à ce que j'ai un loupé. On pourrait représenter ça comme ça. Vous voyez, imaginez que par exemple, le premier tir, mon origine, elle était là. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais tirer juste à côté. Je vais tirer juste à côté jusqu'à tirer dans l'eau. Et vous voyez qu'une fois que j'ai fait mon premier tir dans l'eau, je connais la position du bateau. Je sais où il est. Et donc après, je ne tirerai plus dans l'eau. Je peux modéliser ça par un arbre de décision. Donc le premier tir, je le fais. Vous voyez, le premier tir, le tir initial où on a touché, c'était 0,0. Ensuite, on peut tirer -1, 0. Si vous avez un hit, donc si vous avez loupé, vous voyez, ça veut dire que ce que j'ai mis en vert, vous voyez, cette petite case verte, c'est la position du premier tir que vous avez fait. Donc le tir 0,0, si vous avez dans l'eau en tirant -1, 0, ça veut dire que le bateau, il est forcément dans cette position. Si vous avez touché en faisant -1, 0, ça veut dire que le premier tir que vous aviez fait en tirant à l'origine, il était forcément dans une de ces trois cases. Voilà. Donc les petites cases vertes que vous avez, ce sont les positions possibles pour le tir initial que vous avez fait, pour le premier tir que vous avez fait en coordonnées 0,0. Et puis après ça, on peut imaginer qu'on ait fait un hit. Donc si vous avez fait un miss, vous avez trouvé le bateau. Si vous avez tiré dans l'eau, vous avez trouvé le bateau. Si vous avez touché, vous allez tirer après -2, 0. Donc après, il y a deux cas possibles. Vous tirez dans l'eau, ça veut dire que la position du bateau, la position du premier tir, elle est donnée, elle est connue. Si vous avez fait un touché, à ce moment-là, vous avez deux positions possibles. Donc vous allez tirer -3, 0, et là, vous avez obtenu les résultats. Donc globalement, vous voyez, ça c'est un arbre de décision qui modélise un algorithme de tir. À chaque nœud intermédiaire, vous avez quoi? Vous avez l'ensemble des positions possibles du premier tir par rapport à votre forme. Et vous avez les coordonnées du prochain tir que vous allez faire. Ça, c'est pour les nœuds intermédiaires. Et pour les feuilles de votre arbre, eh bien, vous avez une feuille quand vous n'avez plus qu'une seule position. Ça veut dire que vous avez localisé votre bateau, en fait. Vous avez trouvé où est-ce qu'il se trouve exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme de tir. Donc on peut le modéliser avec des règles de tir ou alors avec un arbre comme ça. Alors je vais faire un autre exemple avec une forme qui est encore simple, un rectangle. Donc si vous réfléchissez à comment on va faire pour localiser ce bateau avec le moins de tirs dans l'eau possible, eh bien, on peut faire un petit peu comme avant. Donc imaginez qu'on soit ici, c'est virtuel, mais ensuite je vais tirer à gauche jusqu'à obtenir un coup dans l'eau. Et une fois que j'ai mon premier coup dans l'eau, je vais descendre. Alors je peux descendre ici ou ailleurs, mais je vais descendre jusqu'à obtenir mon deuxième coup dans l'eau. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai localisé le bateau. Donc vous voyez, là, avec cet algorithme, j'ai localisé mon bateau avec 2 tirs dans l'eau, au maximum de tirs dans l'eau. Alors si j'ai cette forme-là, c'est un troisième exemple, vous voyez que l'algorithme de tir que j'ai utilisé juste avant, il marche encore. Voilà. Avec 2 tirs dans l'eau, je peux localiser la position de mon bateau. On va faire des exemples un peu plus compliqués. Vous voyez que là, j'ai une forme qui n'est pas connectée. Et si je veux essayer de localiser ce bateau-là, comment je vais faire? Je vais commencer par tirer à 0,1.
Et là, ça ne va pas très bien se passer parce que vous voyez que si je tire 0,1, si j'ai un touché, j'ai une seule case. Par contre, si j'ai un loupé, si j'ai un tir dans l'eau, j'ai toutes ces cases-là qui me donnent des coups de tir dans l'eau. Et puis, ainsi de suite. Alors, je vous le décline assez vite pour que vous voyez un petit peu l'arbre de décision dans sa totalité. Mais là, on est dans une situation où ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal? Parce qu'à chaque fois que vous faites un tir, en fait, eh bien, il y a beaucoup de positions qui vous font des tirs dans l'eau et il y a seulement une position qui ne vous fait pas un tir dans l'eau. Donc là, on a un algorithme où ça se passe mal. Et en fait, dans toutes les situations avec cette forme-là, ça va toujours mal se passer. Alors, est-ce que ça se passe toujours mal dès qu'on a des formes compliquées? Pas forcément. Ce sera notre dernier exemple. Là, on a une forme. Et en fait, on va pouvoir faire un algorithme de tir qui trouve en uniquement 2 loupés, 2 tirs dans l'eau, il va trouver la position. Donc, vous voyez, quand je fais un hit, vous voyez l'ensemble des positions, en fait, à chaque fois qu'on fait un hit ou un miss, ça fait une partition. Là, on a... il manque une case. Ouais, il manque la case du bas. Mon exemple est peut-être faux. Si je devrais avoir la case, celle-là, elle devrait être cochée ici. Ouais. Bon, voilà l'algorithme de tir que ça fait. Et là, vous avez un algorithme de tir. La forme est un peu compliquée, apparemment, mais elle fait uniquement, on a un algorithme de tir avec au maximum 2 tirs dans l'eau. 2 miss, au maximum. Voilà, si on fait le bilan de tous les exemples que je vous ai donnés, vous avez un premier, c'était une barre, on avait seulement un tir dans l'eau, un algorithme avec seulement un tir dans l'eau. Pour la forme suivante, on avait un algorithme avec 2 tirs dans l'eau. Ensuite, on a eu 3 exemples avec 2 tirs dans l'eau et un exemple avec 5 tirs dans l'eau. Et bien en fait, on ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas trouver d'algorithme qui fait moins de tirs dans l'eau, dans le pire cas. Hein. Et donc, c'est ce nombre-là qu'on va appeler la complexité Battleship. Voilà. C'est ce nombre Battleship Complexity. C'est-à-dire que c'est, dans le pire cas, combien je peux avoir de tirs dans l'eau. Voilà, donc ce nombre, le Battleship Complexity, c'est le minimum d'un maximum. C'est-à-dire qu'on va considérer tous les algorithmes de tir. Et parmi tous ces algorithmes de tir, on va prendre celui qui minimise le nombre maximal de loupés. Voilà, donc la définition comme ça, elle paraît... Alors c'est un min-max, donc c'est toujours un peu délicat. Mais bon, on comprend intuitivement que quand on joue, on veut essayer de faire le moins de coups dans l'eau possible. Et donc là, on va essayer de trouver des stratégies qui font ça. Alors, je vais présenter 2 résultats. Donc, on a la première chose, c'est que on a une question ouverte. Donc ça, c'est pas du tout un résultat, c'est qu'on ne sait pas du tout comment on calcule ce truc-là. Est-ce que c'est facile à calculer? Pour l'instant, on a plutôt l'idée que non. En particulier, on ne sait pas si c'est NP dur, si c'est pas NP dur. Alors, la construction d'arbres de décision, c'est souvent des problèmes NP difficiles. Là, dans ce cadre très particulier, on ne sait pas. En tout cas, nous, on n'a pas d'algorithme efficace pour répondre à ce calcul, pour calculer la complexité. La deuxième chose, c'est que dès que vous avez un algorithme de tir sur une forme, lui, il fait un certain nombre de miss au maximum, de coups dans l'eau au maximum, et donc il va vous donner une borne supérieure sur la complexité. Donc dès que vous faites un algorithme de tir, il va vous donner une borne supérieure. Et donc c'est ça qu'on va faire. Je vais vous donner 3 bornes supérieures pour des familles de formes. Alors, on a une forme S avec N, c'est la taille de la forme, au niveau des notations. Donc la première borne, c'est que la complexité de S, elle est toujours plus petite que N-1. Bon, ça, c'est un résultat assez trivial à établir. Si à chaque fois que vous faites un tir, vous ne faites pas n'importe quoi, vous aurez toujours un algorithme qui fera au maximum N-1 tir dans l'eau. Donc là, cette borne-là, c'est la borne triviale. Et cette borne triviale, en fait, elle est atteinte. Elle est atteinte pour des formes qui n'ont pas de parallélogramme. Donc, parallélogramme free. Vous voyez, par exemple, cette forme que j'ai mise en bas à droite, celle-là, elle n'est pas parallélogramme free parce qu'elle contient un parallélogramme. Elle contient un vrai parallélogramme.
Donc la borne, elle est atteinte, on a égalité pour les formes qui sont parallélogramme free. Vous voyez, celle-ci qui est à gauche, elle est parallélogramme free. Donc sur cette forme-là, vous ne pourrez pas faire un bon algorithme de tir, ce n'est pas possible, ils sont tous mauvais, ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Donc ça, c'est la première borne. Deuxième borne, elle est pour les polyomino HV convexes. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une classe de formes qu'on retrouve en tomographie discrète, avec des résultats des algorithmes polynomiaux pour la reconstruction. Et là, on tombe à une complexité qui est en grand taux de log n. Donc vous voyez, ces formes-là, polyomino HV convexes, ils ont des propriétés qui permettent de faire un bon algorithme de tir dont le nombre de tirs dans l'eau est borné en une constante fois log n. Alors HV convexe, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou sur les horizontales, il n'y a pas de trou sur les verticales. Comme c'est un polyomino, c'est aussi 4 connexes. Donc ça, c'est la deuxième borne. Et la troisième borne, elle est sur les digital convexes. Et sur les digital convexes, on peut faire du log n. Donc on a un algorithme de tir en log n, grand taux de log n. Digital convexe, ça veut dire que si vous prenez les points, les centres des pixels, et que vous prenez l'enveloppe convexe, il n'y a pas de centre de pixels extérieur à l'intérieur. Enfin, bon, vous connaissez la plupart d'entre vous cette définition. Donc là, on a un algorithme en log n. Je vais donner très brièvement quelques éléments de preuve, vous dire ce qu'on a utilisé. Pour les HV convexes, en fait, on a utilisé une propriété de monotonie. Vous voyez, si on prend des petits paliers de même longueur, en fait, ils avancent de façon monotone. Soit ils vont vers la gauche, soit ils vont vers la droite. Mais voilà, c'est cette propriété-là qui permet de développer un algorithme qui fait du log n. C'est un algorithme en escalier, avec une sorte de tir en escalier. Bon, je ne vous donne pas le détail, évidemment. Plus intéressant, pour les convexes digitaux, on a utilisé une propriété, peut-être que vous connaissez ce théorème qui s'appelle Blaschke-Lebesgue, qui est une inégalité. En fait, cette inégalité de Blaschke-Lebesgue, elle date de 1914, elle relie l'aire d'un convexe avec son épaisseur. Donc en fait, elle dit que si vous avez un convexe qui est épais, alors il a forcément une grosse aire. Donc c'est une borne inférieure de l'aire à partir de l'épaisseur. Width, c'est l'épaisseur. Et cette borne, donc, qui est 1/2 pi moins racine de 3, l'épaisseur au carré, elle est obtenue pour des triangles qui s'appellent les triangles de Reuleaux. Donc c'est une borne fine. Voilà. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire... Alors on avait besoin, en fait, d'une inégalité similaire, mais dans une version discrète. Et on a trouvé une inégalité qui est due à Barani et Furedi, donc qui date de 2001, dans laquelle on a quelque chose qui est un petit peu différent. Ils ont présenté ça comme une Blaschke-Lebesgue inequality, mais pourtant sa nature est différente. Vous voyez que c'est une inégalité dans laquelle vous avez width aussi, l'épaisseur. Attention, c'est plus l'épaisseur géométrique, mais c'est une épaisseur arithmétique. Et vous avez le diamètre. Et le diamètre, c'est quoi? C'est un diamètre arithmétique aussi. C'est le nombre de points maximum que vous avez sur une droite. Donc vous avez une épaisseur arithmétique et un diamètre arithmétique dans cette inégalité. Et à partir, alors si vous avez un exemple, donc là il y a deux exemples, vous avez le diamètre qui est ici sur 9 sur l'exemple de gauche, et la width qui est égale à 10. Et sur l'exemple de droite, un diamètre qui est 10 et une width qui est égale à 9. À partir de ça, en fait, de cette inégalité de Barani-Furedi, on a montré une inégalité de Blaschke-Lebesgue discrète, dans laquelle on n'a pas borné l'aire, mais on a borné le nombre de points du convexe. Donc le nombre de points du convexe, il est au minimum un quart de l'épaisseur arithmétique au carré plus 2. Voilà. Donc ça, pour montrer travailler sur pour montrer cet algo en log n, on a utilisé cette propriété-là, donc ce théorème, cet équivalent discret du Blaschke-Lebesgue inégalité. Et à partir de ça, on a pu faire un algo, et en gros, cet algo, chaque fois qu'on fait 2 miss, eh bien, le nombre de positions possibles, il se prend un exposant 3/4, et ça permet au final de faire du log-log. Voilà, donc on a donné trois bornes.
Donc dans ce papier, alors c'est un papier qui est, j'ai oublié de vous dire, qui est dans Fun with Algorithm 2020, mais en fait qui va avoir lieu en 2021. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'applications directes à part pour s'amuser, donc c'est plutôt dans Fun. Et on a aussi beaucoup de questions ouvertes. Et il y a une des questions moi, que je trouve particulièrement intéressante, c'est de savoir si la complexité de A plus B, donc A plus B, c'est la somme de Minkowski de A et de B, est plus petite que la complexité de A plus la complexité de B. J'ai l'impression que c'est vrai, par contre, je n'ai pas du tout de démonstration de ça. Voilà, merci pour votre attention. Merci Yann pour